ABK Radio, l'interview. Bonjour Samuel Bilon, bienvenue dans ce studio d'ABK Radio. Bonjour madame, merci de l'invitation, c'est un honneur. J'arrive dans le studio pour la première fois. Vous m'avez déjà pris plusieurs fois en ligne depuis Yaoundé. Bon, donc je suis là avec plaisir. Je salue vos nombreux auditeurs. Merci. Merci donc de nous faire ce plaisir d'être des nôtres en présentiel. Vous avez fait le choix de Bamenda, l'artiste de regrettée mémoire Kotobas. Pourquoi? Comme Didier l'a si bien dit, c'est un génie. Virtuose et tout ce qu'on peut dire. Il a marqué son temps et il est passé comme une étoile filante. Je pense que Yes Bamenda me rappelle un peu le génie qu'il a été, mais aussi me plonge dans l'actualité de notre pays parce que Yes Bamenda, quand on voit tout ce qui se passe dans la zone anglophone aujourd'hui, tout le déchirement, tout le malheur que nos concitoyens des zones anglophones vivent, je pense que nous devons tous travailler pour que la nation dans son ensemble mette fin à la guerre dans les régions anglophones. Et donc, pour la suite de cet entretien, parlons d'un fait dramatique survenu hier dans la ville de Douala. J'imagine que vous avez eu vent de cette actualité. Une bonne partie du centre commercial chinois situé à Kwa qui a été ravagé par les flammes d'une rare violence le dimanche 17 septembre 2023. Et les secours qui ont eu du mal à circonscrire ces flammes jusque tard dans la nuit. Samuel Bilon, et c'est à se demander si notre pays est prêt à faire face à une quelconque catastrophe, comme on l'a vu, par exemple, avec les autorités marocaines qui sont allées jusqu'à refuser la main tendue de certains pays. Écoutez, d'abord, je voudrais rendre hommage à tous les commerçants qui forcément ont perdu beaucoup dans cet incendie. Bien entendu. Je pense que c'est dans des conditions que nous vivons, conditions difficiles évidemment, parfois perdre tout son fonds de commerce dans ce genre de... Quand on sait par ailleurs que les assurances chez nous, c'est presque de non tout simplement. Ah oui. Vraiment, je crois que je voudrais rendre hommage à... Et puis, c'est une récurrence. C'est vrai que c'est un fait que les marchés, ça brûle dans notre pays. Donc, c'est pas... que ce soit à Douala ou à Yaoundé ou partout, on a toujours des marchés qui prennent feu. Ça participe de quoi? Ça participe peut-être de la mauvaise gestion de nos marchés, avec des installations peut-être anarchiques, des installations de courant d'énergie anarchique, d'électricité, je veux dire. Et donc, bon, après vous posez le problème des secours. Des secours qui n'arrivent pas à temps en particulier, parce que je crois que nous allons parler aussi du cas de l'immeuble qui s'est effondré, où oui. Effectivement, de Yaoundé, j'ai appris que l'incident a eu lieu autour de minuit et les secours sont arrivés le matin. Ah oui. Voilà. Donc, je crois qu'on a un vrai problème avec la protection civile dans notre pays. On a logé ce pan au ministère, au MINAT, et on a l'impression que ça ne servait à rien parce qu'on ne voit pas. Ailleurs, la protection civile, c'est un gros budget, c'est des équipements, c'est tout ça. On ne voit pas ça ici. Donc, on a un gros problème avec la protection des personnes et des biens dans notre pays. Et parlons d'autre chose actuellement. Les revendications du mouvement OTS, on a trop supporté avec les instructions du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui peine à être implémentées, et les enseignants qui menacent de faire craie morte dans les jours à venir. Pour certains, c'est annoncé pour ce jour. Les représailles que ces derniers subissent de la part des autorités qui les obligent à rejoindre les salles de classe, alors que leurs revendications peinent toujours à être prises en compte, alors que des changements peinent à être opérés dans leur secteur d'activité. Samuel Bilon, qu'est-ce que vous en dites? D'abord, je vais rendre hommage aux enseignants. Vous savez, l'enseignant est au cœur de
système éducatif, il est au cœur même de notre système social. Il est l'encadreur de nos enfants, il est même leur second parent, parce que, vous savez, dans certains cas, les enfants passent plus de temps avec l'enseignant qu'avec les parents. Donc, je voudrais rendre hommage aux enseignants, et c'est bien dommage. Vous parlez des instructions du président de la République qui ne sont pas respectées. J'ai envie de poser la question de savoir, est-ce que vous êtes vraiment sûr que le président de la République a donné des instructions? Je sais que le gouvernement et les ministres ont la manie de faire dire au président de la République n'importe quoi, mais aussi peut-être de lui cacher leur propre état. Donc, et donc, il pourrait aller jusqu'à inventer des instructions juste pour amener les enseignants à rejoindre les salles de classe. Oui, ce qui est sûr, c'est que la personnalité de la présidente de la République, pour tous les républicains, je crois qu'au-delà de tout, tous les républicains respectent le président de la République. C'est une institution, au-delà de l'homme. Donc, je crois que parfois, moi, je pense que les autorités politiques, en particulier pour ceux qui sont en responsabilité, ils utilisent la personnalité de la présidence de la République pour faire ce qu'ils veulent. Ils lui font dire ce qu'ils veulent. Moi, je me rappelle qu'en pleine Covid, le ministre Santé nous disait qu'il voyait le président de la République matin et soir, il recueillait des décisions. Oui, bien sûr. Ça faisait rire. Mais pour revenir sur votre sujet, c'est un fait que le gouvernement, l'année dernière, a reconnu la légitimité des revendications des enseignants. Tout à fait. Ça, c'est un fait. C'est aussi un fait que le gouvernement a pris des engagements pour apporter une réponse rapide aux préoccupations des enseignants, notamment sur deux aspects, sur l'aspect financier et sur l'aspect administratif. Oui. Sur l'aspect financier, évidemment, il fallait payer les compléments de salaire avec cette affaire. On ne comprend même pas comment est-ce qu'on fait pour décider de payer 2/3 de salaire à un enseignant. Donc, le gouvernement a pris des engagements pour résoudre ce problème, pour payer les avancements, pour payer les primes de logement. Ça, ce sont des engagements financiers que le gouvernement a pris, qui manifestement ne sont pas entièrement respectés. Tout à fait. Donc ça, c'est un fait. Mais sur l'aspect administratif aussi, le gouvernement s'est engagé à ce que l'intégration soit automatique. Parce que, vous savez, l'année dernière, on a eu le cas du professeur DPS de PK, Amido, qui est décédé après avoir attendu 10 ans son intégration. Et le ministre de la fonction publique est même allé dans sa famille. Je ne sais pas pourquoi il est allé dans sa famille, si aujourd'hui encore, les enfants qui sortent des formations se plaignent du défaut d'intégration. Donc, ce qui est sûr, c'est que le gouvernement n'a pas respecté ses engagements. Et donc, nous appelons le gouvernement à respecter ses engagements vis-à-vis des enseignants. Parce que c'est le gouvernement, par le non-respect de ses propres engagements, qui est en train de mettre l'école en difficulté aujourd'hui. Ce ne sont pas ces enseignants qui, naturellement, ont le droit de réclamer ce qui leur est dû. Samuel Bilon, il y a que ce gouvernement également proposé des petites solutions, je dirais petites solutions comme ça, des paiements jusqu'en 2025 de ces aérés. Est-ce que les enseignants ont encore toutes les raisons de se fâcher après qu'on ait ordonné ces paiements et qu'ils soient en train d'être faits jusqu'en 2025? Est-ce qu'ils sont dans leur droit de continuer à revendiquer alors qu'il y a un début de solution qui est déjà sur pied? Non, je voudrais parler sur le contrôle de ces enseignants qui nous écoutent fortement pour dire que, par exemple, l'engagement sur le paiement relatif aux avancements, je pense que ça n'a pas encore débuté. Je pense, hein. Je pense qu'on a commencé à payer les compléments de salaire. C'est en début de solution. Voilà, on a commencé à payer la prime de logement et tout ça. Oui. Mais ce qui est un fait, c'est que les engagements n'ont pas été respectés. Et si les engagements sont respectés, le gouvernement fait une sortie pour dire que voici ce que nous avons pris comme engagement, voici ce que nous avons fait. Donc il n'y a pas de problème pour clarifier.
C'est eux qui sont en contact avec les responsables, avec les enseignants qui sont engagés dans ce mouvement de DPH. Donc, de fait, les engagements ne sont pas respectés. Et nous avons la manie dans notre pays de prendre du temps pour résoudre des problèmes. Ça veut dire que quand on vous dit que ça va se faire petit à petit, de manière transitoire, parfois ça ne vient pas. Le statut particulier des enseignants, depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, ils attendent toujours. Donc, moi je pense que lorsqu'il faut payer la dette, sur injonction par exemple de certains organismes internationaux, FMI et autres, le gouvernement n'hésite pas à corriger le budget pour respecter ses engagements. Je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde la structure du budget de l'État, on peut faire des petits correctifs pour que au niveau, que ce soit au niveau du poste biens et services, que ce soit au niveau charge du personnel, parce que je vous rappelle que on a dans notre pays encore, et ça le mouvement réformateur l'a dit à plusieurs reprises lorsque nous avons fait notre campagne contre la vie chère. Dans notre pays encore, on a des gens qui, en plus de leur salaire, ont des primes de cession. Ça veut dire que vous travaillez au ministère, je ne sais pas moi dans n'importe quel ministère, vous avez votre travail que vous faites normalement, vous organisez les réunions pour résoudre des problèmes qui relèvent de votre responsabilité. Ah oui. Vous organisez les réunions. Ces réunions-là que vous faites en comité ou bien je ne sais pas moi quoi, vous donnent droit au paiement des primes. Donc vous voyez comment l'argent est donné à d'autres personnes pendant que les enseignants... donc on peut revoir tout ça et faire en sorte... Et là vous êtes dans des propositions de solutions. Évidemment c'est ça. On peut revoir tout ça et faire en sorte que dans l'immédiat, qu'on paye les enseignants, qu'on résolve ce problème et qu'on sorte de ce problème parce que qui est en train d'hypothéquer l'école? On ne peut pas dans une société comme la nôtre choisir d'hypothéquer l'école pour des affaires, je ne sais pas moi, 200 milliards ou bien quoi. Non, on peut, dans le budget, on sait comment ça se passe, on sait comment il est géré. Il y a des postes budgétaires qui ne sont pas prioritaires par rapport à l'école de nos enfants. Donc on fait un petit correctif budgétaire et on dégage de l'argent pour résoudre le problème des enseignants immédiatement et qu'on sorte de ce problème. Samuel Bilon, président du mouvement réformateur, il est l'invité d'Abeka Maton sur les antennes d'Abeka Radio. On parle d'une autre question, celle des effondrements des immeubles dans la ville de Douala. Le week-end dernier, samedi précisément, nous avons assisté à un autre immeuble qui s'est effondré du côté de Niala, ici à Douala. Et Dieu merci, nous n'avons enregistré aucune perte en vie humaine. Samuel Bilon, quelles peuvent être les causes de ces effondrements récurrents qu'on observe des immeubles qu'on observe dans la ville de Douala? Bon, écoutez, je pense que après un accident ou un incident comme l'effondrement d'un immeuble, on doit mener des enquêtes. Oui. On doit mener des enquêtes parce que on est dans un domaine, on va dire, scientifique, professionnel, tout ce qu'on veut. On doit mener des enquêtes. Il ne faut pas... à l'aveuglette. Ça, je n'étais même pas au courant. Je suis arrivé hier, je n'étais pas au courant de cet effondrement de l'immeuble. Je ne sais pas si l'immeuble était en construction ou bien c'était déjà un bâtiment qui était utilisé. Habité, oui. Il était habité. Il était habité. Oui. Donc ça veut dire qu'il était déjà fonctionnel. Il faut voir depuis combien d'années, est-ce qu'on vient de le mettre en service. Bref, ce que je veux dire, c'est que pour connaître, pour cerner les causes des effondrements, il faut mener des enquêtes au cas par cas. Oui. Voilà. Donc on ne peut pas avoir une cause parce qu'on est à Douala penser qu'on a une cause pour tous les immeubles. Pour tous les immeubles qui s'y font. Non, il faut. Par exemple, l'immeuble dans la zone de Ndogbong. Ah oui, bien sûr. Dans la zone de Ndogbong. C'était en juillet. C'était en juillet. Je crois que c'était en juillet. J'ai appris par exemple que, par vos confrères, j'ai appris que cet immeuble était en cours de réfection. Ah oui, oui. Ouais. J'ai appris que cet immeuble était en cours de réfection. Et dans ce cas, les enquêtes vont dire ici, l'effondrement vient de la réfection. Parce que pendant la réfection, on peut engager une mauvaise procédure
pendant l'exécution des travaux de réflexion qui amènent à l'effondrement. Oui. Donc il faut que les enquêtes disent si cet effondrement est lié aux travaux de réflexion, si c'est lié à la vétusté de l'immeuble. Bref, il faut mener des enquêtes. Et puis il faut éviter, parce que je dis certaines personnes, parce qu'on fait des confusions. L'effondrement de l'immeuble, ce n'est pas le glissement du terrain, ce n'est pas l'éboulement. Parce que quand on commence à parler de fondement de l'immeuble, parfois on dit à Boya, il y a eu truc en Guache, il y a eu tel truc à Bafoussam, oui, en Guache, il y a eu quoi à Yaoundé, comment on appelle aussi à Yaoundé, il y a eu un glissement de terrain dans la zone de Damas aussi tout récemment. Oui. Donc tout ça, bon, il ne faut pas qu'on mélange. L'effondrement de l'immeuble, c'est l'effondrement de l'immeuble. Il faut aller chercher, prendre des experts pour comprendre pourquoi l'immeuble s'est effondré. Je crois qu'on ne peut pas dire comme ça au pif. Oui, oui. Et j'ai vu que même pour le cas de l'immeuble de Ndogbon, que le gouvernement a prescrit. Là encore, on a dit, enfin, on a fait dire au président que le président a prescrit une enquête. Une enquête. Donc, seulement les résultats de ces enquêtes. On ne sait pas si les résultats sont déjà là. Les résultats, on ne les a presque jamais. En fait, voilà. ils restent au niveau des instituts, des institutions. Monsieur Bilan, quelle peut être la durée, quelle est la durée d'un immeuble ou d'un bâtiment qu'on construit de manière générale? Là, je crois que vous pouvez nous donner une idée. Bon, écoutez, on va prendre, ça dépend du matériau. Oui. Bon, mais on va rester peut-être sur le béton parce que la plupart des projets de bâtiments sont en béton aujourd'hui. Pour dire que, contrairement à ce que certaines personnes pensaient, parce qu'avant les gens pensaient que le béton ne vieillissait pas, oui. Le béton est vieilli. Et donc, normalement, la durée de vie d'un bâtiment aujourd'hui en béton, c'est entre 70 et 100 ans. Entre 70 et 100 ans, parce qu'après, bon, on va éviter les termes trop techniques et tout ça. Oui. Parce qu'après, le béton commence à vieillir, c'est un matériau poreux. Il commence après, dès qu'il a vieilli, il commence à avoir un mauvais comportement, il s'effrite et tout ça. Il laisse les armatures, on commence à voir les fers et tout ça. Donc, bref. C'est valable pour un immeuble R+, par exemple? Oui, bon, vous avez bien dit que je vous ai dit que je parle du béton là. Donc, oui. Donc c'est dépendamment du niveau. Hein. Oui. Donc ça veut dire que quand on dit que le béton, ça c'est par rapport à la durée de vie du béton. Oui. Ce n'est pas par rapport à la taille de l'immeuble parce que vous avez un R+1, ça veut dire que vous avez le rez-de-chaussée et l'étage. Oui. R+2, vous avez le rez-de-chaussée et 2 étages. Bon, donc ça ne dépend pas de la taille de l'immeuble. Ni de la qualité du sol. Non, ça c'est un autre problème. On parlait de la durée de vie du bâtiment. Ah, oui. Sur la durée de vie du bâtiment, on va lier la durée de vie du bâtiment en béton au comportement du béton. Oui. Bon, maintenant, sur les constructions de façon générale, quand vous voulez faire un projet, évidemment, ça dépend du terrain. Oui. Ça dépend du sol. Il y a des études géotechniques qu'on doit faire. Donc, il faut faire l'étude du sol. Et ça dépend de la taille de l'immeuble là maintenant. Oui. Parce que selon que vous voulez faire un R+1 ou un R+10, le même sol peut ne pas être adapté. Vous comprenez? Oui. Voilà. Et donc, le travail de l'ingénieur, c'est de faire en sorte qu'après l'étude, on prépare une fondation qui va faire en sorte que le sol sur lequel vous voulez bâtir votre maison, la fondation puisse faire en sorte que le bâtiment mette en cohérence le volume, le poids de votre bâtiment au sol. Je crois que c'est ça. Donc, il faut d'abord... Donc, si on peut faire un conseil, donner un conseil aux auditeurs, en ce cas, c'est de dire que... Je le dis aussi parce que moi-même, je suis du domaine. Oui, j'allais le rappeler. Vous êtes ingénieur polytechnicien, voilà, du génie civil. Du génie civil. Oui. Donc, je le dis et j'invite nos concitoyens, évidemment, à aller vers des spécialistes quand ils ont des projets. Oui. Il ne faut pas... pour la petite histoire, avec votre permission, j'ai un ami qui m'a appelé ici à Douala, dans la zone de Japoma. C'est que beaucoup de gens ont construit là-bas. Oui. Je découvre que les gens ont construit là-bas.
Et il m'appelle parce que, en fait, sa fondation s'est enfoncée dans l'eau. Il a conçu dans une zone marécageuse et il n'a pas adapté la fondation. Donc, dès qu'il a seulement fait la fondation, elle a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Donc, quel que soit l'endroit où vous voulez construire, rapprochez-vous d'un expert, d'un technicien, d'un ingénieur qui va évidemment vous aider pour savoir si le sol est adapté au type de construction que vous voulez faire. Ou alors, qui va vous aider à faire l'étude de la fondation, qui va faire en sorte que votre maison puisse s'adapter à votre terrain au sol. Et donc, il y a un type d'habitation qu'on devrait avoir dans la ville de Douala, par exemple, Samuel Bilon. Bon, je sais que certaines personnes peuvent répondre oui, mais moi je vais dire a priori non, parce que vous savez, on construit même dans l'eau. Vous savez, oui, on construit dans l'eau. Vous savez, les maisons sous pilotis. On construit même dans l'eau, donc a priori on ne peut pas. Et quand on regarde, même dans ce qui se passe sous d'autres cieux, vous voyez parfois, Douala c'est une ville côtière. Mais vous voyez, au bord de la mer, parfois on aligne les hôtels, tout ça comme ça, les places sont à côté, on aligne. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que on ne peut pas dire a priori que à Douala, par rapport à Yaoundé, il y a un type de construction à faire. Non. Le problème, c'est pour des travaux, faire des études. Il y a deux aspects des études. Il y a l'étude architecturale, il y a l'étude technique. Il faut faire les études de votre bâtiment. Si vous voulez faire un petit bâtiment, pour vous et pour votre famille, un tout petit bâtiment, évidemment, il y a le côté administratif. Hein. Ouais. Ça veut dire permis de bâtir et tout ça. Donc, évidemment, il faut se conformer à la réglementation en vigueur. Mais sur le plan pratique de la construction, si vous voulez faire un petit... Bon, rapprochez-vous d'un technicien qui s'y connaît un peu, il va vous accompagner, rapprochez-vous. Quand ça commence à être un peu sérieux, R+1, R+2, rapprochez-vous d'un ingénieur, d'un bureau d'études qui va vous accompagner pour l'étude de votre projet. Et voilà, donc je crois que c'est ce qu'on peut dire aux gens. Et au-delà de la qualité de nos habitations, il faut également s'intéresser à la qualité de nos infrastructures routières. J'imagine que vous avez eu beaucoup de mal. Je ne sais pas de quel côté de la ville de Douala vous êtes arrivé, par quel côté de la ville de Douala vous êtes arrivé dans ce studio d'ABK. Mais j'imagine que vous avez eu beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés à circuler sur nos routes du fait des crevasses que vous avez observées sur celles-ci. Qui est à blâmer avec la qualité de nos routes, que ce soit dans les zones urbaines que sur nos axes routiers? D'abord pour vous dire que, encore pour la petite histoire, j'ai peiné pour entrer à Douala. Je croyais que la pénétrante, c'était fini. Vous ne suivez pas l'actualité, monsieur Bilon. Je croyais que la pénétrante... parce que je crois j'étais là l'année passée, c'était un peu fluide. Donc après, je suis surpris de voir, c'est un peu comme si on a recassé ou bien je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai fait 3-4 heures pour entrer à Douala. C'est notre calvaire voilà. Du quotidien. Donc je crois que c'est ça. Et puis, comme vous le dites, il y a les je ne sais pas si on doit encore appeler ça les nids de poules partout. C'est le nid d'éléphant désormais. Ce sont les nids d'éléphant. Bon, donc qui est à blâmer? Je crois qu'on a... Pour dire les choses simplement, on a une mauvaise structuration dans la gestion des routes dans notre pays. Vous savez qu'il y a plusieurs types de routes, on va vous dire route nationale, route régionale, départementale et tout ça comme ça, il y a plusieurs types de routes. Mais on a quand même quelque chose d'extraordinaire. On a, à côté du Premier ministère, je crois qu'on a au moins 9 structures dans notre pays qui s'occupent des routes. Vous savez, quand on dit souvent que si vous ne voulez rien faire, confiez ça à plusieurs personnes.
Ouais. C'est ça le problème en fait. Je crois qu'il y a d'abord ça, c'est d'abord ça le problème. Je crois que c'est le problème principal quand on parle des problèmes de route que nous avons dans notre pays. Parce que vous avez le MINDU qui est dedans, vous avez le MINTP qui est dedans, vous avez même le MINAD qui est dedans parce que à travers le FECOM, vous avez le MINADER qui est dedans pour les routes rurales, pour les routes rurales. On a, vous avez, je crois que vous avez le MINPAT qui est dedans, qui conçut aussi des routes. Bref, il y a une telle incohérence qui fait que, par exemple, ça, pour vous montrer un peu, juste pour être factuel, vous voyez qu'on est en train de construire l'autoroute Douala-Yaoundé. Oui, depuis 10 ans. Depuis 10 ans, plus de 10 ans même, je pense. Et en même temps, on est en train de faire la pénétrante S. C'est des projets différents. Ça aurait pu être un même projet. Ça aurait pu être un même projet. Par exemple, ça aurait pu être un même projet. C'est un projet différent. Bon, on est en train de faire, je prends un autre exemple qui au mouvement réformateur nous a beaucoup embêté parce que nous avons fait une étude dessus. On est en train de construire les péages sur l'ancienne route là. Et en même temps, on est en train de faire l'autoroute Douala-Yaoundé. C'est un peu comme si on n'allait jamais finir de faire l'autoroute Douala-Yaoundé. Parce que normalement, si on finit de faire l'autoroute Douala-Yaoundé, la circulation se reporte là-bas. Tout à fait, le péage automatique. Et le péage automatique qu'on est en train de faire là, et le dommage qu'on est en train de faire sur l'axe actuel là maintenant ne va servir à rien. Vous comprenez? Donc la multiplicité des acteurs fait en sorte qu'il y a beaucoup d'incohérences dans la gestion des routes dans notre pays. Ça, c'est une difficulté. La deuxième difficulté, qui est aussi un peu liée à la première, c'est qu'on a un système de passation de marché dans notre pays, alors qu'il est totalement à réformer. Parce que les fonctionnaires, lorsqu'il y a projet, pensent d'abord à eux. Et donc, on donne des marchés, on donne des projets aux entreprises, parfois qui ne sont pas compétentes. Vraiment, peut-être pourri. Je me rappelle, puisque j'ai évoqué la pénétrante S, je me rappelle le passage du ministre Nganou Djoumessi ici qui était en tournée et qui a demandé à un entrepreneur qui vous a donné même cette route. Je ne sais pas, qui vous a donné même cette route, qui vous a donné ce marché. Oui. Qui vous a donné ce marché. Donc, nous avons ce problème. Moi, je sors de Yaoundé. Pour ceux qui connaissent un peu à Hala, on est en train de faire une petite route parce qu'il y a un petit coin à Fanoyo, parce que c'est là-bas que j'habite à Yaoundé. Et il y a une bretelle de 3,5 km qu'on est en train de faire et on a confié 1 km à une entreprise. Et les deux autres à une autre? Oui, évidemment. La petite histoire, c'est que depuis 2 ans, une entreprise n'arrive pas à faire 1 km de route. L'autre partie, c'est le génie militaire qui va faire. Donc 3 km de route pour deux... Pour deux entreprises. Vous voyez donc quelle incohérence, parce que là-bas, vous allez voir que le premier kilomètre, c'est un mètre d'ouvrage. C'est un mètre d'ouvrage. Et le deuxième kilomètre, le reste, c'est un autre mètre d'ouvrage. Donc, vous voyez donc des incohérences qui font que... Et c'est ça le problème que nous avons. Quand le maître d'ouvrage, lui, veut passer le marché, il passe le marché la plupart du temps à son ami parce que la vérité, c'est que nous avons un gros problème avec le système de passation de marché dans notre pays. Et donc, quand vous donnez la construction de la route à quelqu'un qui n'a pas la compétence, mais du fait de la corruption, ou que vous donnez l'entretien, la réparation de la route à quelqu'un qui n'a pas de compétences, mais du fait de la corruption, ça donne ce que ça donne. Moi, j'ai été bloqué aussi ici hier à, comment on appelle, je crois que c'est Japoma. Oui. Je crois que j'ai vu, on est encore en train de refaire, alors que pendant la CAN, on avait fait des travaux dans la zone. Voilà. On avait fait les travaux dans la zone. Comment on peut faire des travaux dans une zone moins de 2 ans après, on revient encore faire ces travaux. Tout ça n'est pas normal, mais c'est parce que, vous avez une multiplicité de maîtres d'ouvrage dont chacun fait ce qu'il veut, en réalité. Et donc, ça donne la liberté à tout, à la corruption. Et donc, pour corriger cela, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons, par exemple, sur
Sur les péages, parce que c'était tellement grossier, le ministre a donné le marché de péage en PPP, partenariat public-privé, à un groupement, je crois que c'est Razel et Gist. Nous avons fait une étude en interne dans le parti pour se rendre compte qu'en fait, c'est un projet si on veut le faire même. Parce que déjà que, comme je vous ai dit, c'est un projet qu'on ne doit pas faire parce qu'on est en train de faire l'autoroute. Mais même si on décide de faire ce projet, nous avons fait une étude en interne pour constater que c'est un projet à peu près de 5 milliards de francs CFA, entre 5 et 6 milliards de francs CFA. On a fait un PPP de près de 40 milliards de francs CFA. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous avons fait une étude là-dessus. Nous avons envoyé les conclusions au gouvernement. Et entre autres, pour revenir à votre question sur la solution, nous avons proposé qu'on ait une entreprise nationale de construction des routes. Ça veut dire que quoi? C'est pour qu'on ait un maître d'ouvrage. Parce que là, je vous ai dit qu'on avait à peu près 7 personnes qui s'occupaient des routes. Parce que le gouvernement, lui, doit être dans la définition des priorités. Le gouvernement ne doit pas être dans l'opérationnalité, ça veut dire que dans la construction. Or, vous avez aujourd'hui que c'est le ministre des Travaux publics, par exemple, qui est censé être qui est censé être l'ingénieur du gouvernement, de l'administration. Donc, ça veut dire que qui est censé être le contrôleur des travaux pour le compte du gouvernement, c'est lui qui est encore maître d'ouvrage. Donc, il est juge de parti. À quoi vont donc servir, vous me permettez, Samuel Bilon, où devraient donc se retrouver ces ingénieurs qui sortent des écoles de Polytech, comme c'est le cas pour vous? Si vous n'êtes pas capable de construire nos routes, est-ce qu'il faudrait que ce soit des privés qui viennent encore recruter ces ingénieurs qui sont pourtant sortis d'écoles publiques pour les construire? Ce n'est pas le rôle du ministère des Travaux publics de construire les routes dans un pays? Non, le ministère des Travaux publics est dans, il peut être dans la définition des priorités, donc dans la planification, en coordination avec le ministère des Transports d'ailleurs. Il peut être dans la fabrication de la norme. Il peut être dans le suivi, comme on a dit. Vous savez, dans notre pays, on avait une direction qu'on appelait direction des grands travaux avant, qui est devenue l'ARNP. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la structure telle que c'est structuré, vous n'avez pas une structure qui étudie nos projets. Parfois, c'est les gens, ce sont les partenaires étrangers, dont les entreprises, je ne sais pas moi, chinoises, turques ou bien je ne sais pas moi quoi, françaises. Ce sont ces entreprises qui viennent souvent avec leurs propres études. Vous comprenez? Ça veut dire qu'au ministère des Travaux publics, il n'y a pas un bureau d'études au ministère des Travaux publics. À quoi servent nos ingénieurs de ce côté-là? C'est pour ça que je dis, je n'ai pas envie de dire à rien. Vous comprenez? Mais vous l'avez dit quand même. Non, j'ai pas envie de dire à rien parce qu'ils sont mal utilisés. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de compétences. Mais la structure de gestion des routes, bien la structure gouvernementale, fait en sorte que les ingénieurs sont forcément mal utilisés. Moi, je crois que ce serait bien d'avoir des ingénieurs dans une grande agence, genre grands travaux, pour planifier, pour faire les études. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand on veut faire une route, nous-mêmes, nos ingénieurs font eux-mêmes d'abord des études. Font d'abord des études, peut-être en collaboration avec certains bureaux d'études, mais que nos ingénieurs fassent d'abord des études, avant qu'on ne lance le process de recrutement de l'entreprise qui va bien construire. Mais vous voyez, les PPP, ça pullule partout là maintenant. Ça veut dire que quelqu'un vient, c'est lui-même qui fait l'étude et qui vient et vous proposer qu'on va faire telle route, à tel montant, vous discutez, vous signez le truc. Et c'est pour ça qu'après, vous avez des avenants parfois de plus de 200%. Vous savez que par exemple sur l'autoroute Douala-Yaoundé, je crois que le budget initial c'était autour de 360 milliards, quelque chose comme ça. Ils ont déjà utilisé plus, à peu près 400 milliards. Et ils n'ont même pas encore fait le tiers. Tout à fait.
Nous sommes à 60 km disponibles. Voilà, donc c'est à peu près ça. C'est à peu près la même chose sur Aidé Akribi. Sur Aidé Akribi, on va... ça veut dire que avec les prévisions actuelles, on va finir peut-être autour de 760 milliards pour une route, pour l'autoroute qui a à peine 100 km. Ailleurs, on a les mêmes projets à 200 milliards, peut-être même un peu moins. Vous comprenez? Donc, c'est parce que nous n'avons pas la maîtrise de nos propres projets. Donc, les gens viennent avec leurs études, font des propositions, ils entrent dans le bureau avec le ministre, ils signent leur convention, on sait comment ça se passe, et on met les ingénieurs devant le fait accompli. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc, on a pourtant des ingénieurs qui sont compétents. Personne ne peut le dire. Moi-même, je suis ingénieur, je ne pourrais pas dire le contraire. Nous avons des ingénieurs qui sont compétents, mais qui sont mal utilisés. Voilà, je crois que c'est ça. Samuel Bilon, vous êtes ingénieur polytechnicien du génie civil. Je rappelle aux auditeurs qui prennent l'écoute d'Abeka Radio à l'instant. Vous êtes également président du mouvement réformateur et vous avez été candidat à l'élection présidentielle de 2011. Il y a une élection qui est en vue en 2025. Le mouvement réformateur y participera-t-il? Bon, écoutez, j'étais au Conseil constitutionnel en août, le 17 août là. Ah, parce que nous avons introduit une requête au Conseil constitutionnel pour dire au Conseil constitutionnel deux choses. La première, c'est que nous avons un gros problème avec le code électoral qui a des dispositions anticonstitutionnelles, notamment les dispositions sur l'investiture. OK. Donc, nous avons fait cette démonstration. Et nous avons dit au Conseil constitutionnel qu'il n'est pas seulement juge de la constitutionnalité et des élections, il est aussi juge de paix et de concorde. Donc, il faut qu'il pèse de tout son poids pour qu'on change la loi qui est injuste, qui rend l'élection présidentielle inique, parce que ça perd son caractère égalitaire. OK? Oui. Donc, c'est pour dire que dans tous ces conditions, évidemment, notre parti sera présent aux élections. Nous ferons tout pour être présent à toutes les élections. D'ailleurs, il n'y a pas que l'élection présidentielle. Il y a les municipales et les législatives en février. Les élections locales aussi, nous serons présents. Nous sommes en train de nous organiser pour cela. Je pense que en ce moment, nous sommes en train de revoir un peu, parce qu'on a des camarades, des concitoyens qui frappent un peu à la porte du parti, dont nous avons engagé le processus de révision un peu de nos comités et départementaux, et c'est un processus qui va nous amener vers notre conseil national peut-être d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine. Et donc, on va annoncer officiellement notre présence aux différents scrutins. C'est vous qui serez le candidat, c'est vous qui serez, je vous en prie, le candidat du parti? Bon, ou alors il y a des élections en interne pour désigner le candidat? Moi, je suis au sein du parti, je suis candidat à la candidature. Donc, ça veut Vous avez des adversaires ça veut dire que je vais proposer ma candidature aux camarades du parti. Il rien n'interdit qu'au sein du mouvement réformateur, un autre camarade décide d'être candidat. Et ça, c'est ça. Et puis maintenant, nous pensons, nous, au mouvement réformateur, que pour être vraiment sérieux et nourrir l'espoir de nos concitoyens, avec le système à un seul tour que nous avons au pays, parce qu'ailleurs, il y a des gens qui ont 2 tours, tout le monde part, et puis au deuxième tour, on se rassemble. Oui. Peut-être comme au Sénégal, par exemple, ou en Côte d'Ivoire. Mais nous avons ici un tour unique. Donc, nous pensons que avant ce tour-là, on doit avoir une coalition de forces alternatives et démocrates. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si je passe à l'intérieur du parti, il va falloir passer aussi au sein de cette coalition que nous voulons mettre sur pied. Vous avez déjà ciblé quelques partis politiques avec qui vous pourrez coaliser? Bon, oui. Alors, il y en a qui vous ont approché. Quand vous dites ciblé, oui, ça veut dire que nous avons déjà une idée. Vous savez, on connaît, pour parler comme on se connaît, pour parler comme...
On peut avoir les noms président parce que... non, disons que... c'est un secret pour vous. Non, disons que nous sommes encore en pleine préparation. Bon, donc les convives vont attendre le repas. Vous nous mettez dans le suspense. Vous nous mettez dans le suspense. Et c'est quoi justement le projet du mouvement réformateur pour cette élection 2025? Je vais, au courant de la semaine, présenter, bien adresser une lettre à nos concitoyens pour repréciser effectivement les enjeux de cette élection. Oui. Je crois que d'ici la fin de la semaine, cette correspondance qui est en cours de préparation sera rendue publique. Et cette correspondance sera rendue publique. Ma lettre au Camerounais sera rendue publique, peut-être au courant de la semaine quand même, de toutes les façons. Parce que ça sera une élection cruciale. Vous voyez ce qui s'est passé au Gabon. Oui. Vous voyez ce qui s'est passé au Niger. Oui. Vous voyez ce qui se passe autour de nous. Et vous voyez ce qui se passe à l'intérieur de notre maison où on a, pour dire le moins, des difficultés sur le plan institutionnel. Nous avons déjà aujourd'hui, alors que le président est bien là, il est président, il n'est pas encore allé au village comme il a dit, il pouvait décider d'aller au village. Il est encore là, mais on a quasiment 2 premiers ministres dans notre pays. Donc nous avons un problème institutionnel. On a 2 premiers ministres. On a quasiment 2 premiers ministres. Lesquels? Je dis quasiment. Vous êtes journaliste. Oui, moi je connais un seul premier ministre. Okay. Je ne sais pas si Didier ou Brigadier ont une idée du 2e premier ministre qu'il y a dans ce pays. Vous êtes journaliste et vous devez être au fait de ce qui se passe pour informer vos... Bon, j'avoue mon ignorance, Président. Je souhaite vraiment avoir le nom du 2e Premier ministre qu'on a dans ce pays. Non, on n'a pas un 2e Premier ministre, mais je dis on a quasiment. Parce que quand vous lisez malheureusement les correspondances officielles qui pullulent, vous avez le SGPR qui est toujours en train de donner des instructions au ministre via le secrétaire général des services du Premier ministre. Il donne des instructions au ministre. Donc je dis encore, nous avons quasiment 2 premiers ministres dans notre pays, ce qui n'est pas normal. Donc c'est un dysfonctionnement institutionnel. Nous avons une Assemblée nationale et le Sénat qui ne fonctionnent pas normalement. Parce que on parlait de cette affaire, on a parlé de cette affaire d'OTS. Oui. Le gouvernement a pris des engagements clairs en reconnaissant que les revendications des enseignants étaient légitimes. Personne à l'Assemblée nationale n'a levé le petit doigt pour poser la question au gouvernement: où en êtes-vous avec les engagements pris devant les enseignants? Personne. Alors que le rôle du Parlement, c'est de contrôler l'action gouvernementale. Bon, donc, j'essaie de dire que nous avons des institutions qui ne fonctionnent pas normalement, alors que le président de la République est encore là. Donc, il faut que les gens fassent très attention. Nous, au mouvement réformateur, nous ne voulons pas que demain le pays soit déchiré. Comme il a commencé à l'être avec la guerre dans les régions anglophones, avec la guerre dans l'extrême nord. Voilà. Nous sommes un parti qui travaille pour la paix et l'unité du pays. Et donc, la meilleure façon de le faire, c'est de commencer à appeler l'attention des gens aujourd'hui sur leurs responsabilités. Ce n'est pas quand le feu va prendre partout que les gens vont commencer à crier. Moi, j'ai dit aux gens, aux concitoyens qui ont célébré ce qui s'est passé au Gabon, je leur ai dit que moi j'étais encore à Polytech en 1999, mais je n'ai pas oublié que les Ivoiriens aussi avaient célébré le coup d'État du général Gué. Mais après ils ont eu 10 ans d'atrocité de la guerre. Donc ce que nous avons aujourd'hui, et ça sera un peu le sens de mon appel aux Camerounais, ce que nous avons aujourd'hui, c'est de vraiment que chacun mette la main à la pâte pour qu'on puisse avoir une transition paisible et démocratique dans notre pays.
Samuel Bilon, ingénieur polytechnicien du génie civil. Je rappelle que vous étiez là un peu plus comme président du mouvement réformateur. Merci d'être venu. Nous sommes parvenus au terme de cet entretien de ce matin. Merci infiniment pour l'invitation. Je voudrais, avec votre permission, faire un coucou encore à vos nombreux auditeurs en leur disant que le mouvement réformateur, comme son nom le dit, c'est un parti qui vise le bien-être de tous nos concitoyens. Notre devise, c'est unité, liberté, modernité. Donc, c'est le parti de tous les Camerounais et nous les appelons à venir pour qu'ensemble, on essaie de réformer ce pays que nous aimons tant. Avec Radio. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. Avec un matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.